Merci à tous d'être avec nous pour cette table ronde. Donc, on va parler de l'IA Act, on va parler de la garantie humaine et on va se demander quelle carte à jouer pour continuer d'innover. Donc, je pense que beaucoup de monde dans la salle le savent déjà, mais l'IA Act, c'est le projet de réglementation de l'intelligence artificielle qui est en cours de développement par l'Union européenne. Il comportera un principe sur la garantie humaine. Ce principe, il fait l'objet de discussions aujourd'hui par rapport au potentiel impact sur l'innovation. Donc, c'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui avec nos 3 intervenants. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Donc, on a Katia Lenné. Katia Lenné, vous êtes administratrice et présidente de la commission IA de Numéum. Vous êtes également cofondatrice et CEO de la scale-up française Talker.ai et vous êtes AI experte à GPay. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a également Judith Mel. Bonjour Judith, vous êtes cofondatrice et directrice de Ethikia. Ethikia, c'est une initiative qui a joué un rôle majeur dans la construction de la nouvelle réglementation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé et notamment sur les enjeux éthiques, donc on va en reparler. Merci d'être avec nous. Et on a Grégoire Pigné. Grégoire Pigné, vous êtes oncologue, radiothérapeute et vous êtes cofondateur et CEO de Pulse Life. Vous avez cofondé Pulse Life en 2014 pour équiper les professionnels de santé avec des technologies avancées leur permettant d'accéder à une information médicale à jour et donc d'améliorer la qualité des soins auprès des patients. En plus de votre vie d'entrepreneur, vous continuez d'exercer en tant qu'oncologue radiothérapeute au CHU de Saint-Étienne. Les patients ont besoin de soignants. Je vous propose de commencer avec une première question. Je vais me tourner vers vous, Katia. Peut-être nous redonner déjà les principaux objectifs de l'IA Act pour que tout le monde ait le même niveau d'information ici avec nous. Merci pour ce challenge. En 1 minute, vous m'avez dit. La réglementation européenne pour l'intelligence artificielle et Act, c'est un cadre réglementaire qui vise, en tout cas, son objectif, c'est de créer un cadre réglementaire et juridique précis, unifié sur l'IA. Il y a plusieurs, évidemment, principes, mais le principal principe, c'est que les systèmes IA qui sont visés par cette réglementation, c'est ceux qui sont à haut risque. Et on va s'efforcer, en tout cas, de classifier les différents outils et systèmes en fonction de la typologie du risque qu'ils représentent, et notamment dans le domaine de la santé. Tous ces systèmes-là et outils sont classifiés comme étant à fort risque. Donc on va estimer, on va en tout cas juger nécessaire de présenter leur évaluation dans un premier temps, ensuite de voir comment ils évoluent tout au long de leur cycle de vie, de voir quelle typologie de données sont présentes et en tout cas de s'efforcer à respecter en tout cas toute la checklist sur les données, sur les algorithmes et sur la documentation. Voilà, j'essaie d'être très concise. Merci beaucoup. Grégoire, je me tourne vers vous en tant qu'oncologue radiothérapeute. On a parlé donc de l'IA Act et les grands objectifs. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer un petit peu ce que vous observez aujourd'hui dans votre pratique médicale. Quels sont les grands usages innovants de l'IA ? Alors, l'intelligence artificielle est déjà rentrée dans notre pratique. Elle apporte en général soit un gain de temps de soins, ce qui est hyper important aujourd'hui, soit un gain de productivité. Et comme on sait qu'on a un système de santé qui est en très forte tension aujourd'hui, qu'on a une pénurie de soignants, une pénurie de médecins, une pénurie de pharmaciens, une pénurie d'infirmiers, c'est très important que ces technologies-là rentrent dans notre pratique. Si on prend 2 exemples très pratico-pratiques de l'IA aujourd'hui en médecine, je vais prendre un premier exemple sur l'imagerie médicale. Dans les cancers du sein, on fait des mammographies pour diagnostiquer les cancers du sein. Et il y a une étude suédoise qui a montré qu'en associant une IA à un médecin, on gagnait 44% de temps pour analyser les mammographies. Donc, ce qui est assez impressionnant. Donc ça, c'est un des premiers usages qui est dans les pratiques. Et après, il y a un deuxième exemple qui est Pulse Life, que les médecins utilisent pour chercher une information médicale au moment de la décision médicale. Et on peut diminuer diviser par 4 le temps pour trouver l'information médicale qui est essentielle dans la prise de décision médicale. Donc c'est des usages qui sont bien ancrés aujourd'hui dans les pratiques, mais ce qui est hyper important quand on fait rentrer ces outils dans nos pratiques, c'est de bien savoir qu'il y a des risques à ces pratiques. Parce que l'intelligence artificielle fait des erreurs,
C'est normal, c'est pas grave, c'est pas un problème en soi. Nous, êtres humains, on fait aussi des erreurs. On fait juste pas les mêmes types d'erreurs. Les médecins, nous, on fait des erreurs aléatoires plutôt, là où l'intelligence artificielle fait plutôt des erreurs systématiques. Si on prend un exemple d'algorithmes qui ont été entraînés pour détecter des mélanomes, donc les cancers de la peau, qui regardent les grains de beauté, si l'algorithme a été entraîné avec des données de peau blanche, vous allez l'appliquer derrière sur des patients qui ont une peau noire, ça ne marche pas. Voilà, c'est une erreur systématique. Donc, ce n'est pas grave qu'il y ait des erreurs. Ce qui est important, c'est que le médecin ait une conscience que l'intelligence artificielle, ce n'est pas un truc magique qui ne fait jamais d'erreur et qu'il manage le risque de ces erreurs. Merci beaucoup. Donc, vous avez parlé de vigilance, vous avez commencé à parler d'intervention humaine. Judith, sur ce sujet d'intervention humaine et de garantie humaine, que spécifie l'IA Act et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'importance d'avoir des cadres de confiance, justement ? Alors, dans l'IA Act, la supervision humaine a été mise en place pour les systèmes à haut risque. Donc, ce qui a été dit préalablement, c'est que la santé, d'une manière générale, est un secteur où on considère que les algorithmes qui seront embarqués ou qui sont embarqués seront des systèmes à haut risque. Donc, à ce moment-là, il faut que les concepteurs et que les utilisateurs mettent en place une supervision humaine. Il n'est pas précisé dans l'IA Act, que ce soit dans l'article 14 qui incombe aux concepteurs ou l'article 29 qui incombe aux utilisateurs, quel est le niveau et le degré de supervision humaine. Donc c'est là où on a quand même une flexibilité dont l'objectif est le même, c'est faire de la régulation positive du développement de l'intelligence artificielle, de faire en sorte de ne pas bloquer le développement de l'innovation, de ne pas bloquer l'utilisation de l'innovation, tout en créant un cadre de confiance. Donc, quel niveau on met de supervision humaine? Est-ce que c'est un contrôle systématique de chaque résultat d'IA? On peut s'interroger sur la pertinence de ce niveau de contrôle. Est-ce que ça fonctionne comme un contrôle qualité avec le regarder des résultats au fil de l'eau de manière aléatoire pour vérifier que l'algorithme finalement continue à donner des informations et des résultats et des recommandations aux usagers qui sont en adéquation avec un regard d'expert. Merci beaucoup Judith. Je me tourne vers vous Katia parce que chez Numéum, vous voyez comment les acteurs du numérique se structurent sur ces sujets d'intervention humaine, de garantie humaine. Quelles sont les principales initiatives que vous avez vues sur ce sujet-là? Toute petite précision qui est Numéum, quand même pour rappeler à l'auditoire. Numéum, c'est l'organisation professionnelle des entreprises du numérique. Nous regroupons 2500 entreprises. Donc on représente en tout cas la branche digitale numérique en France, avec 85% du chiffre d'affaires. Et on a deux collèges, un collège éditeur et plateforme et un collège entreprise de services numériques et de conseil en technologie. Ça veut dire que vraiment ceux qui fabriquent et ceux qui intègrent ou en implémentent dans la société. Et on a vraiment un rôle, une responsabilité très importante parce que voilà, on est vraiment au cœur de la fabrication des différents systèmes. Est-ce qu'il s'agit d'outils intégrés dans des systèmes de santé ou qui fonctionnent en stand-alone voilà. On a un rôle très important. Et ce qu'on a fait, que dès le départ, on s'est saisi, en tout cas dans la commission santé chez Numéum, et aussi dans la commission IA, et ensemble en tout cas, sur ces sujets-là. Et tous les acteurs, quelle que soit la typologie de l'acteur, on a pris conscience qu'effectivement, il faut un cadre réglementaire. Il faut qu'on puisse superviser, puisque les systèmes à haut risque et l'utilisation de l'IA, en tout cas pour notre vie, dans le cadre de notre vie en tant qu'humain, pour la société, c'est primordial, mais il faut aussi faire attention à différents sujets éthiques qui sont liés notamment à l'explicabilité des algorithmes, à la transparence, la manière dont les données sont traitées. D'abord, comment au départ l'IA est entraînée, par la suite comment elle est entraînée tout au long du cycle de la vie de l'outil. Tout ça pour dire qu'effectivement, là actuellement, avec le ministère de la Santé qui travaille sur des critères éthiques pour tous les systèmes de santé, on participe dans ce travail-là, aussi bien avec des professionnels de santé, aussi bien avec des professionnels de fabrication d'outils, et on essaie de mettre ces critères-là spécifiques pour les systèmes santé.
Nous avons un bon travail en amont depuis 2019, je pense. On a travaillé sur un guide pratique sur des IA éthiques, qui a un cadre très large sur toute typologie de systèmes d'IA, pas seulement santé. Donc ça nous permet, nous aussi, de contribuer à ce travail-là. Donc notre rôle est très, très important, primordial. Et en même temps, comme vous dites, Judith, nous sommes assez alignés là-dessus. Il faut un cadre, il faut aussi faire attention, mais il faut faire attention comment on encadre pour ne pas freiner l'innovation, parce qu'on est conscient que la technologie va très vite et qu'effectivement, parfois, certains aspects d'encadrement peuvent certainement amener, et on est vigilant, on n'a pas allé vers une sur-réglementation, et accumulation de réglementation. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, Grégoire, dans votre pratique médicale à nouveau, l'importance de l'intervention humaine, vous avez dû la voir. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et est-ce que ça vient couper l'innovation selon vous? Ouais, la garantie humaine en tant que telle, dans certains cas, elle est essentielle. Pour moi, si on regarde les IA, alors on entend là, des IA sont en santé, donc elles sont de haut risque. Tout dépend quelles contraintes on va mettre derrière. Pour moi, il y a deux différents types d'IA en santé. Il y a les IA où on n'est pas capable, en tant que soignant, l'utilisateur final, le médecin, que ce soit le pharmacien, l'infirmier, il n'est pas capable de la critiquer, capable d'avoir un avis critique. C'est une black box. Dans ce cas-là, le risque, il est très élevé, mais on le connaît déjà en médecine avec d'autres exemples. Si je prends l'analogie avec des tests génétiques, on fait faire à nos patients des tests génétiques comme Oncotype DX pour savoir dans le risque de récidive de cancer. On est incapable de critiquer le résultat. Donc il y a des études cliniques qui sont faites et c'est hyper important. Dans le cadre d'une IA qui fournit un résultat qu'on n'est pas capable en tant que soignant de critiquer, on a absolument besoin d'une garantie humaine. C'est évident. Par contre, dans la pratique quotidienne, il y a des IA qu'on utilise comme celle qu'on vient de décrire, mais après, il y en a beaucoup qui sont des outils complémentaires aux autres outils qu'on utilise. Et là, je vais reprendre... du coup, ces IA-là, en fait, elles sont critiquables par le médecin. Je vais reprendre l'exemple de Pulse Life, que le médecin utilise, ou le pharmacien, l'infirmier, toujours pareil, pour aller rechercher une information au moment où il doit prendre sa décision. C'est que des professionnels. Donc, c'est que des gens qui ont une expertise. Donc, l'IA, là, est un complément. Et en plus, cette IA de Pulse Life permet à l'utilisateur de confronter la réponse qu'il lui a apportée avec la source. Donc, il a vraiment tous les éléments, lui, pour gérer le risque. Donc, à ce moment-là, et Pulse Life, c'est un des exemples, hein, mais il y en a un paquet présenté au-dessus ou développé ailleurs dans le monde. Mais ces solutions-là, si on crée un cadre réglementaire de garantie humaine obligatoire, en fait, on va augmenter le coût de développement de ces solutions et en fait, on va tuer l'innovation parce que le principal problème de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient quand elles démarrent ou quand elles innovent, c'est l'accès au marché. Et plus on augmente le coût d'accès au marché, plus on freine l'innovation. Merci beaucoup. Donc on a vu un cas effectivement où on voit que l'innovation peut être freinée sur certains aspects. Judith et Katia, je vais me tourner vers vous pour les dernières questions de cette table ronde. Quelles sont les mesures selon vous qui peuvent être prises justement pour ne pas impacter l'innovation? Et je sais que Judith, vous avez participé à la rédaction de ce principe de garantie humaine. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui peut être pris comme mesure pour ne pas venir impacter l'innovation? Alors, la garantie humaine, c'était quand même le point de départ de la réflexion, c'était comment on peut créer un écosystème de confiance qui permette à la fois le développement de l'innovation, sachant qu'on a un écosystème avec le RGPD qui était très protecteur au niveau des données. Et c'est comme ça qu'on a porté dans le débat public le sujet de la garantie humaine, qui a été dans un premier temps inscrit dans la loi de bioéthique en 2021, et là dans l'AI Act. C'est un concept, on a entendu pas mal ces derniers mois sur le fait que c'était encore l'Europe qui surrégulait, qui surjouait les régulateurs, sachant que ça avait quand même été endossé par la FDA dans ces dispositifs qui intègrent de l'IA. Ils vérifient qu'il y a une supervision humaine qui a été mise en place pour donner un remboursement au dispositif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'executive order qui a été mis par Biden il y a quelques semaines, qui reprend le concept de supervision humaine avec une classification des dispositifs d'IA qui ressemble
étrangement à l'AI Act. Donc l'Europe n'est pas en surrégulation, mais est juste finalement en avance de phase par rapport à ce qui se passe, en tout cas transatlantique. La Chine, on est encore sur des sujets un peu différents. Juste pour revenir sur la surrégulation. Aujourd'hui, la directive européenne ne pose pas de cadre précis sur la supervision humaine. Et de manière assez intuitive, les concepteurs d'IA, en leur sein, en général, vérifient au fil de l'eau que leur IA correspond finalement et est en adéquation avec l'expert qui vérifie les résultats de l'IA. Donc de manière intuitive, la supervision humaine est mise. Donc à ce niveau-là, ça ne bloque pas finalement l'accès à l'innovation, puisque ça peut faire partie quand même de la bonne pratique de se dire, à partir du moment où on met à disposition des professionnels de santé une solution, on vérifie que juste qu'elle est valable. Donc ça, c'est le premier niveau. Et après, le deuxième niveau, c'est comment on contrôle plutôt au fil de l'eau l'évolution. Et qui est plutôt effectivement cette espèce de, comme sur des essais cliniques, comme sur, et là, c'est des points aléatoires de contrôle pour vérifier que l'IA est toujours en adéquation avec le regard expert. Et ça peut être fait aussi par des tiers de confiance, à échelle d'un établissement hospitalier, à échelle d'une société savante. Et il y a plus en plus d'écosystèmes comme ça qui se constituent pour être tiers de confiance sur les dispositifs qui sont utilisés dans telle ou telle spécialité ou dans tel ou tel secteur. Judith, merci beaucoup. Est-ce que Katia, vous souhaitez rajouter un petit mot par rapport à ça ? Oui, vis-à-vis des mesures, en tout cas, on est très actifs. On s'est saisi d'une part, d'une manière, d'un plan institutionnel à travailler avec les organismes qui rédigent et qui fabriquent, en tout cas les actes, pour pouvoir apporter notre vision et notre ressenti de professionnels du numérique. Et en tout cas, en parallèle, de travailler avec les professionnels de santé. Et parfois, on est des deux côtés, en fait, ensemble, finalement, et professionnels de santé et numérique, parce que je pense qu'on ne peut pas se séparer les deux. On a double casquette parfois. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit continuer à travailler ensemble, faire en sorte que... et ce qui est difficile, hein, j'avoue, c'est que la réglementation, en tout cas l'écriture et la rédaction, elle avance plus lentement que la technologie avance. Donc ça, c'est un grand défi. Mais en tout cas, la mesure aussi qu'on a prise chez Numéum, c'est de sensibiliser en tout cas tout acteur et se saisir des défis éthiques qu'on a déjà évoqués, et Ethical AI étant l'initiative que je pense qu'avec Ethikia, on a des choses en commun par rapport à cette approche. Donc voilà, ça c'est les mesures qu'on prend et qu'on suit. Donc finalement, concrètement, ce sont des engagements de prise en compte de toute une démarche de fabrication des outils d'une manière très responsable et réfléchie. Voilà. Merci à tous. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que vous souhaiteriez peut-être tous dire, Grégoire, si tu souhaites commencer ? Si on regarde, en fait, si on vous écoute, hein, on se dit qu'on est en train de mettre en place une réglementation. Alors d'abord, on a peur. Quand on entend que vous dites qu'il faut justement que ça préserve l'innovation, ça nous rassure un peu. Après, il va falloir être prudent sur tout le process, hein, parce que le diable se cache dans les bonnes intentions. Donc il y a un risque, mais en tout cas la démarche est bonne. Il faut quand même pas oublier, parce que là on est en France, que si on veut l'innovation, on la veut aussi en France. Et aujourd'hui, la réglementation est un risque, mais il y a un autre facteur qui est extrêmement prégnant, qui limite l'innovation depuis longtemps dans notre système de santé, c'est le sous-financement du système de santé. Et si on met en place un système qui est, enfin, en tout cas un environnement qui est très performant sur le plan de la régulation pour innover, si on n'augmente pas les financements des systèmes de santé, si on ne permet pas aux soignants, aux établissements, en fait à tous les acteurs de ce système de santé, aux patients, de pouvoir investir dans ce système de santé, investir dans ces nouvelles technologies, l'innovation va avoir lieu, mais elle n'aura juste pas lieu en France. Merci à tous. Oui. Réguler mais innover. Oui, les applaudir fortement, excusez-nous, mais on a un planning hyper chargé.